Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et amis de la Lorraine et d'ailleurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain, François-Xavier Concili, comme d'habitude pour vous servir. Je suis très content aujourd'hui, en effet, parce que je suis avec un invité, à savoir un invité spécial pour notre radio, tout simplement parce que c'était notre toute première émission de Radio Lorraine Enragée à l'époque et nous avons le plaisir de le retrouver aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Pierre Hilard. Bonjour monsieur Hilard. Eh bien bonjour. Alors monsieur Hilard, pour certains on ne vous présente plus, mais on va le faire quand même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Il faut. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant en relations internationales et essayiste, spécialiste de la fameuse question du mondialisme, et c'est un mot qui revient de plus en plus aujourd'hui. Grande figure de ce qu'on appelle la dissidence, même si ce mot en tout cas ce mot ne veut pas dire grand chose non plus, mais en tout cas c'est un fait. Il est de l'argent. Ça marche pas. Vous abordez très souvent donc, cette question du mondialisme sous l'angle des soubassements, en tout cas des bases, des assises idéologiques, des références religieuses qui sont celles de nos élites, parce qu'on parle très souvent de l'économie, on parle très souvent de la politique en tant que telle, mais on parle assez peu finalement du religieux et de l'idéologie, parce que l'idée fait son chemin et les idées sont dans les hommes et les idées travaillent. Donc c'est la question qu'on va vraiment aborder aujourd'hui. Et vous avez aussi, bien sûr, il faut le dire, parce que pour les gens qui ne connaîtraient pas ces questions, il faut vous lire directement, plutôt que de lire ce qu'on écrit sur vous, autant vous lire directement. Vous avez sorti Atlas du mondialisme, préfacé le Bainville aussi, qui est sorti chez nos amis de édition du Verbe Haut, la missive Indurin que nous saluons. Sionisme et mondialisme, chronique du mondialisme aux éditions Culture et Racines. J'ai dit le mot mondialisme peut-être une dizaine de fois là, dans mon introduction, donc on va commencer par une définition. Qu'est-ce que le mondialisme ? Le mondialisme, c'est un messianisme. Et c'est édité chez Plomb. Bon, je vais continuer parce que la phrase peut être un peu courte. Le mondialisme est à distinguer du mot mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène naturel qui existe depuis les grottes de Lascaux, depuis que les hommes ont des activités économiques, d'échanges en tout genre. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est donc l'expression d'échanges de biens, de personnes, de richesses, en fonction des moyens techniques. Autrefois, à pied, à cheval, en bateau. À partir du 19e siècle, c'était, transmission sans fil, style Far West, etc., lors de la conquête de l'Ouest. Et puis, évidemment, les bateaux qui se sont améliorés, puisqu'au début, bateau à voile, c'était bateau au charbon, fuel, etc. Et puis, évidemment, les avions, et puis maintenant, Internet, les réseaux sociaux. La mondialisation, ce ne sont que des échanges de biens, de richesses en tout genre, en lien avec les moyens techniques. Et aujourd'hui, en 2020, ces moyens techniques font qu'on va bien plus vite, bien plus loin qu'à l'époque de l'Empire romain. L'Empire romain avec Mare Nostrum, c'était une mondialisation, mais à pied, à cheval, en bateau, ça prenait plus de temps. Donc le principe en lui-même de la mondialisation, c'est un phénomène naturel d'échanges en tout genre. Avec des sauts techniques. En fait. Avec des sauts techniques, et j'ai toujours dit que si l'intelligence humaine et technique permet d'établir des bases humaines sur la Lune, sur Mars, eh bien on pourra créer des pôles économiques et des échanges économiques entre la Terre, la Lune, Mars, Mars, la Terre, et donc on pourra parler de mondialisation interplanétaire, phénomène qui n'est que l'extension des échanges économiques via la technique qui se développe. Donc c'est un phénomène normal, naturel. Bon. Le mondialisme, c'est différent. C'est une tournure d'esprit à partir de référents religieux spirituels. Et quand on lit entre autres le spécialiste israélien, Gershom Scholem, on se rend compte que le mondialisme est en fait un messianisme qui repose sur une volonté d'éradication de l'Ancien Testament parachevé par le Christ mort et ressuscité. Ce qu'on appelle la révélation avec toute la doctrine qui va avec, qui va donc donner naissance à l'Église catholique. Et les élites juives de cette époque, sauf exception, se sont révoltés, n'ont pas reconnu le caractère messianique du Christ, à la fois donc Messie, vrai homme et vrai Dieu. Je dis Messie, vrai homme et vrai Dieu parce que dans l'islam, le mot Messie est utilisé, mais
Dans l'islam, le Jésus est uniquement un homme, alors que le mot Messie dans le catholicisme c'est un homme et un Dieu, c'est ce qu'on appelle l'hypostase, les substances, l'union hypostatique. Et donc, depuis 2000 ans, vous avez une révolte de ce qu'on appelle la synagogue aveugle ou rebelle, face au caractère messianique du Christ. Et cette synagogue aveugle veut un modèle à la fois politique, économique, financier et spirituel, en fonction de ses propres référents, lui donnant le droit des droits à Israël pour dominer les nations. Voilà. Et depuis 2000 ans, c'est quand même un phénomène qui marque un tout petit peu la vie des États européens et du monde. Donc on peut parler de guerre des idées, même oui, de guerre religieuse. Après tout, l'Europe a connu des guerres de religion. Oui. Le fond de l'histoire est toujours religieux. Ouais. Et donc tout ce qu'on voit, l'aspect matériel, les événements économiques, le droit, ne sont donc ce qui est l'aspect matériel ne sont que la manifestation d'une tourne d'esprit en amont. Le droit anglo-saxon n'est pas le même que le droit latin, le droit français. Une démocratie, une dictature, une monarchie avec le roi de France, Lieutenant du Christ, c'est pas la même chose. Voilà. Donc il faut comprendre les référents religieux et philosophiques pour ensuite comprendre les manifestations matérielles. C'est comme connaître quelqu'un. Pour connaître quelqu'un, on ne regarde pas ses vêtements, on ne regarde pas son compte en banque, on ne regarde pas ses diplômes. C'est des choses matérielles, on regarde son origine sociale. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, comment il a été éduqué, à partir de quel référent, milieu stable, pas stable, et on comprend mieux la personne, parce que nous sommes tous la conséquence biologique, psychologique, sociale, culturelle, spirituelle du comportement des générations précédentes. Voilà. Alors si on politise un peu la question, vous avez commencé votre carrière, en tout cas votre travail, sur la décomposition des nations européennes. À l'époque, puisque c'est une porte d'entrée qui permet d'enseigner, peut-être que maintenant c'est peut-être moins le cas. À l'époque, vous parliez donc de cette décomposition des États-nations, la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Même si, pareil, on va me dire, oui, mais la France n'est pas l'Italie, l'Espagne n'est pas l'Angleterre, etc. Et c'est vrai, ce sont des histoires très différentes. En quoi le mondialisme qu'on vient de qualifier à l'instant se matérialise et agit sur les États-nations et sur, puisque c'est vous qui le dites, la décomposition progressive de ces États-nations. Alors, à l'origine, mon premier livre, c'est Minorité et régionalisme, enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l'Europe. Et j'avais commencé ces recherches, c'était en 1997, ça ne me rajeunit pas. Donc, décomposer les États en une multitude de régions en fonction de critères ethniques, économiques, voire même quelquefois les deux qui se combinent. Eh bien, le mondialisme, l'objectif, c'est une gouvernance mondiale sur la ruine des États-nations. C'est-à-dire qu'on fracasse les États pour les dissoudre et faire en sorte qu'ils ne représentent plus des modèles de résistance dans cette gouvernance mondiale. Vous savez, c'est comme pour bien digérer, il faut bien mâcher. Eh bien, le mondialisme, pour aboutir, doit bien mâcher, bien croquer, bien fracasser les États, et que ce soit les États européens, mais les États africains, les États asiatiques, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, de telle manière qu'il n'y ait plus l'idée de référent de patriotisme, et que à la fin, eh bien, ça soit une humanité mélangée, bigarrée, et donc conforme à cette idée de gouvernance mondiale, de citoyenneté mondiale. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, peut-être on en parlera tout à l'heure, un tout dernier livre, c'est Sionisme et mondialisme, qui est le tome 3. Premier, c'était Atlas du mondialisme, deuxième, Archimondialisme, troisième, Atlas du mondialisme. Et dans la première partie de ce livre, j'ai synthétisé, c'est la première fois que la chose a été faite, les carnets complets de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, donc 1860-1904, 2000 pages, et j'ai eu ce privilège d'avoir ces carnets complets, passionnant, extraordinaire, et Theodor Herzl donne à un moment donné une définition du mondialisme. Alors, attention, il ne cite pas le mot mondialisme, mais l'idée est là, en lien avec l'État d'Israël qui veut le créer. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on peut créer, là je le cite, une humanité une, sans frontières, tout en créant un État juif, mais parallèlement à ça, avec la destruction du patriotisme propre à chaque État européen. Alors là, vous avez la parfaite définition de ce mondialisme via la voie sioniste. Voilà, c'est-à-dire qu'on dissout les États, gouvernance mondiale, on combat le patriotisme,
mais Israël Uberales. Parce que, pour rappel, Théodore Herzl est celui qui a fondé ce qu'on appelle le sionisme. Oui, alors, c'est lui qui a fondé le sionisme, pour être plus précis. Le mot sionisme, ce n'est pas Théodore Herzl qui l'a inventé, c'est un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum, au XIXe siècle, qui a inventé ce mot. Et Herzl n'a fait que reprendre ce mot et a lancé à partir de 1895 jusqu'à sa mort en 1904, 1904 pardon, il est mort à l'âge, donc 1860-1904, il est mort à l'âge de 44 ans, problème cardiaque, et donc il s'est lancé dans cette politique en faveur de la création d'un foyer juif, prélude à la création d'un État juif. À l'époque, c'était au sein de l'Empire ottoman. Et là, c'est un homme, même si à titre personnel, je ne partage pas du tout ses vues, ça on peut le dire, il est malgré tout extraordinaire, Herzl, par son intelligence, par son opiniâtreté, par sa finesse, sa capacité à s'adapter à son interlocuteur allemand, russe, anglais, etc. Et on a, grâce à ces carnets complets, une compréhension du mondialisme via le sionisme de manière extraordinaire. Moi, les carnets complets de Herzl, ils m'ont bouleversé par la révélation. Soit je ne savais pas, soit je savais un tout petit peu, et avec Herzl, c'était 100 fois plus d'informations. C'est quoi être juif aujourd'hui dans le monde? Ça reste aujourd'hui pour chacun d'entre nous une question presque évidente. Nous sommes juifs, nous savons que nous avons un rôle historique particulier que nous avons joué depuis au moins 3000 ans, et nous pensons que ce rôle est là, il est établi, il est définitif, il est inscrit dans l'histoire de l'humanité, il porte son empreinte à la fois théologique, culturelle, idéologique, politique, artistique. Et nous avons le sentiment, puisque nous sommes là et que nous avons été là malgré les tragédies les plus extrêmes, que nous serons là pour toujours. Je crois que la principale question qu'il faut se poser aujourd'hui sur qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui dans le monde, avant de se poser la question de savoir sur qu'est-ce que c'est qu'être juif aujourd'hui dans la France, c'est de se poser la question tout simplement de savoir si le peuple juif survivra au XXIe siècle, en tant que peuple. Je pense que cette question mérite d'être posée pour des tas de raisons. D'abord parce que rien n'est éternel dans l'histoire humaine. Ensuite parce que la meilleure façon de résister à une menace, c'est de la connaître et d'être capable d'en identifier les différentes composantes pour pouvoir lutter contre elle. Et ensuite pour savoir si ce que nous appellerions ou pourrions appeler le cauchemar de la disparition du peuple juif ne peut pas revêtir des formes bien différentes de celles qu'on peut croire, auxquelles on peut penser. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous rétorquer que oui, mais après tout, c'est la marche normale du monde, le monde évolue, les États étaient d'abord constitués de petites entités, le royaume de France qui s'est agrandi au détriment des Bretons, des Lorrains, nous sommes en Lorraine, au détriment de la Provence, et aujourd'hui, finalement, la forme État-nation est un petit peu périmée et doit s'ouvrir vers des mondes meilleurs, un monde sans frontières, etc. Un peu comme dirait Jacques Attali. Oui, avec Israël en proue, si je puis dire. Alors, vous savez, il y a des choses qui restent éternelles. Le cas français est un cas particulier. La France est une création politique. Il n'était pas du tout inscrit en l'an 300, par exemple, après Jésus-Christ, qu'il y aurait un pays, la France, avec une frontière sur les Pyrénées, une frontière sur les Alpes et une partie du Rhin. La France n'était pas du tout inscrit que les Bretons, les Corses, les Auvergnats et les Flamands allaient vivre sous le même toit. La France est une création politique. Et cette création politique, a été faite par les rois de France. Elle est inachevée puisque la finalité, c'est une frontière française sur le Rhin. On ne l'a qu'avec l'Alsace, donc encore il nous manque la Rhénanie, la Belgique, Luxembourg et le sud des Pays-Bas. Mais bon, avec courage, ça viendra peut-être un jour. Mais il faudra pour cela... Napoléon a essayé. Mais... Oui, mais la grande différence avec les rois de France et Napoléon, c'est que les rois de France y allaient par étapes. D'ailleurs, ils annexaient pas, ils arrondissaient le domaine royal par étapes, et puis n'imposaient pas d'une manière brutale le français. Quand l'Alsace a été annexée par Louis XIV, la langue utilisée par les autorités administratives alsaciennes, c'était l'allemand et le latin. Bon, il n'a pas dit, non, c'est uniquement le français. Il a dit, ça sera l'allemand, le latin et le français.
Mais avec le temps, le prestige de la cour de Versailles, les fonctionnaires alsaciens ont peu à peu abandonné l'allemand et le latin pour uniquement le français. C'est tout doucement. On n'a pas la schlag, mais c'est qui va aller loin, ménage sa monture. Donc la France est un cas particulier dans ce sens que effectivement, c'est une construction politique, mais une construction politique à base spirituelle. Ça aussi, on en parlera peut-être un peu, puisque l'acte fondateur de la France, c'est le baptême de Clovis en 496, avec le testament de Saint-Rémy. Et Saint-Rémy reprend ce qu'a fait le prophète Samuel en désignant le jeune roi, enfin le jeune David, futur roi d'Israël. Et dans le testament de Saint-Rémy, il reprend l'héritage de la cour royale, enfin de la dynastie davidique, pour faire de la France le nouvel Israël du Nouveau Testament. Et en fait, c'est une passation de pouvoir entre la monarchie davidique à une nouvelle monarchie inaugurée par Clovis et qui va durer 1300 ans jusqu'à Louis XVI. Donc la France, il y a un fond spirituel avec une construction politique. Dans le cas de l'Angleterre, là c'est relativement facile, c'est uni. Donc fatalement, à un moment donné, on arrive à la limite. Bon, l'Allemagne, c'est une construction d'ordre ethniciste, dans le sens que c'est une communauté de sang. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'Allemagne a pu exister, subdivisée en des centaines de royaumes, duchés et principautés, parce que on était bavarois, saxons, de Pays-de-Bas ou de Thuringe, il y avait quand même une communauté allemande, mais avec des particularismes fort prononcés. L'Espagne, c'est hybride, dans ce sens qu'il y a des diversités profondes, et avec en même temps un État centralisateur. C'est la France, mais en inachevé. Voilà. Mais la France, vraiment, c'est un cas particulier, la France, un cas unique. Et j'ai toujours admiré le travail des rois de France, avec, évidemment, sur 1300 ans, des rois moins habiles, etc. Mais il fallait créer quelque chose. C'est ça, en 496, la fondation spirituelle qui va donner naissance à la France. Il n'était pas écrit que le paysan de la région d'Île-de-France allait vivre sous le même toit, la France, que la Normandie. Et à titre d'information, il faut savoir qu'il a fallu environ 7 siècles pour que l'idée de France chez le peuple émerge. Création donc la marque de fabrique, le baptême 496 avec le testament de Saint-Rémy et le baptême de Clovis, et la manifestation d'une identité française, ça c'est une date officielle, c'est le 27 juillet 1214 avec la bataille de Bouvines, où je rappelle, Bouvines, c'est donc le roi Philippe Auguste, qui est un roi de France extraordinaire. Il y a eu des rois de France moyennement intelligents, mais alors lui, c'est une superbe intelligence comme Louis XI. Un homme, personnalité complexe, et Philippe Auguste est coincé entre Jean sans Terre, le roi d'Angleterre, et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est Othon 2, 3, 4, je ne sais plus le numéro. Et la France est prise en étau, elle est sur le point d'être écrasée. Et chose extraordinaire, il y a le patriotisme français qui se réveille, enfin qui vraiment apparaît la première fois. Et donc une France, comme tous les pays européens de l'époque, à 90-95% des paysans, et bien ces paysans et ces révélateurs, au mois de juillet, en plein été, abandonnent leurs champs, leurs charrues, laissent leurs femmes, leurs filles, leurs petits garçons s'occuper des animaux et puis de la récolte, et qui vont rejoindre le roi de France. Et donc on a la manifestation d'une identité française plusieurs siècles après le lancement du baptême de Clovis. Donc ça a été une longue maturation. Voilà, et bien c'est un phénomène qui s'est fait de manière naturelle, étalé sur 7 siècles. Et bien ce phénomène naturel doit perdurer. Il n'est pas artificiel, c'est une création naturelle de gens qui se sont naturellement sentis français sous la direction d'un roi de France, lieutenant du Christ, et puis pourquoi changer? Et on retombe dans ce dont on parlait en début d'émission, sur les sous-bassements idéologico religieux, politico-religieux, spirituels, et donc voilà, les idées s'affrontent. Et le politique n'est que la manifestation l'apparence visible de phénomènes religieux en amont. Comme le droit n'est que le reflet d'une philosophie de voir des choses. Donc il faut toujours voir les aspects religieux et philosophiques, peu importe, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs, peu importe,
pour comprendre les manifestations matérielles. Si on parle un petit peu d'actualité, on en parlait juste avant l'émission, là. Nous sommes donc en fin 2020, nous venons de connaître une année exceptionnelle sur à nombreux titres. On en redemande. Ah oui, c'était fabuleux. 2021 s'annonce assez joyeux. Est-ce que on aurait dit, c'est exactement ce qu'on s'est dit avant l'émission, là nous sommes fin décembre, donc 2020, nous serions donc en décembre 2019, et nous annoncerions là, par exemple au micro, que le monde entier, dans un peu plus de 2-3 mois, va être totalement verrouillé, tout le monde va être obligé de porter des masques, bref, ça va être une catastrophe sans nom, une catastrophe épidémique, une catastrophe économique qui va suivre. Oui. Est-ce que le Covid est un symptôme de ce mondialisme? J'ai fait une vidéo avec Silvano Trotta, qui est sur YouTube, et j'ai utilisé l'expression qu'on dit la Covid. Moi, au début, je disais le Covid, il paraît qu'on dit la Covid. Bon, on va pas s'exciter. Féminiser les maladies aussi. Oh, oui. Ouais. La vérole. La vérole. Bon, bref. Et je disais, en parlant de la Covid ou coronavirus, que c'était l'allume-gaz. En fait, c'était un outil au service d'une cause supérieure, parce que c'est ce que je racontais dans mon bouquin Chronique du mondialisme, qui est donc été réédité aux éditions Culture et Racines, mais avec de nombreux ajouts. Il y a environ une dizaine, un peu plus de 13, je crois, chapitres supplémentaires, de nombreux annexes, et une très longue conclusion qui fait presque 40 pages, où j'ai fait un bilan de notre monde à fin 2020, donc Chronique du mondialisme 2010-2020. Et j'explique que l'histoire du Covid, c'est arrivé, mais d'une manière voulue, puisque vous avez par exemple le rapport de la fondation Rockefeller en 2010 qui annonce une pandémie terrible et qui part de Chine, c'est jamais le Groenland ou le Pérou, c'est toujours ces pays-là, et qui provoque énormément de morts, et que alors, il y a plein de problèmes, ça bouleverse l'économie mondiale. Et ils racontent qu'à la fin, ils arrivent à maîtriser la chose grâce à un vaccin, mais avec la mise en place de mesures liberticides qui ne sont pas supprimées après l'arrivée du vaccin. Et d'ailleurs, le titre du chapitre en anglais, c'est Lockstep, qu'on peut traduire par verrouillage. Hein. Voilà, donc 2010, et puis vous avez eu aussi la fameuse bande dessinée de l'Union européenne, de Jean-David Morvan, sortie en 2012, qui raconte une pandémie, enfin je raconte tout ça dans la conclusion, en mettant les références, une pandémie qui elle aussi est maîtrisée après plusieurs millions de morts, et puis évidemment là aussi renforcement de mesures gouvernementales à l'échelle planétaire pour une citoyenneté mondiale. Et puis tout ça en liaison avec l'écologie. Alors le principe de l'écologie, la protection de la nature, moi à titre personnel, on va parler de l'écologie. Je préfère évidemment l'air pur, l'eau propre que l'eau polluée et les pots d'échappement. C'est une vérité la palisse. Mais dans l'esprit du mondialisme, l'écologie devient une divinité, Gaïa, terre-mère, qui se substitue à la révélation. C'est ça. Et la révélation, donc, s'entendu, Christ mort et ressuscité. Et là, vous avez eu le fameux Club de Rome en 72 qui avait déjà lancé le truc. Vous avez eu, évidemment l'ONU, mais vous avez en particulier, tout ce qu'on appelle actuellement l'agenda 2030, toute une série de mesures. Vous avez 5 grands chapitres qui ciblent 169 points bien précis pour mettre en place une économie verte. Économie verte, c'est entendu, un bouleversement complet de notre monde né en 44-45, les accords de Bretton Woods, avec un dollar comme monnaie de référence. Et là, on est dans la bascule. Et en particulier, vous avez de nombreux acteurs, mais dans mon livre Chronique du mondialisme 2010-2020, je cite en particulier l'allemand Klaus Schwab. Alors je tiens à préciser une chose, il est allemand, mais ces gens-là, qu'ils soient allemands, anglais, italiens, sont plus allemands, italiens ou anglais, ce sont des... Ils ne connaissent pas de frontières, pour le coup. Eux, ce sont des monstres, dans ce sens que c'est plus l'allemand authentique, c'est plus l'anglais authentique, l'italien authentique, ce sont des êtres hors sol, ce sont ce sont plus des humains, quoi. Et là, donc, le patron du forum de Davos, qui a lieu en Suisse, normalement chaque année, qui aurait dû avoir lieu cette année, plutôt en janvier 2021, mais qui a été reporté, je crois, c'est au mois de mai. S'il ne change pas de date d'ici là, au mois de mai 2021, réunion qui aura lieu là, à Singapour. Là aussi, s'il ne change pas de lieu, on est quand même le 18 décembre 2020, ils peuvent modifier en cours de route.
Bon, eh bien, le Klaus Schwab, qui soutient donc cette économie verte en lien avec le FMI, etc., et la monarchie britannique, le prince Charles, qui a participé avec Klaus Schwab, et le FMI dirigé actuellement par cette femme qui s'appelle Kristalina Georgieva. Klaus Schwab a prononcé un discours, le passage, on peut l'entendre sur YouTube, où il dit que la grande réinitialisation, le Great Reset, est la 4e révolution, qui conduira, je le cite, à une fusion de nos identités numériques, biologiques et physiques. C'est le transhumanisme. Et tout ça en lien avec l'informatique, l'aspect numérique, les injections de puces ou bien de nanoparticules dans le corps humain. Enfin bref, on sera suivi dans nos moindres activités. Je dis toujours, ils seront quand on tire la chasse d'eau. Alors, avant d'aller plus loin, parce que vous l'avez évoqué, Oui. et je voulais le faire en fin d'interview, mais je vais moi aussi bouleverser mes questions. Bouleverser. Donc bouleversons un peu. L'idée d'écologie, c'est très important. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Donc on a eu droit à des Greta Thunberg, on a eu droit à l'histoire en 2015 à Paris, le grand ramdam sur l'écologie. J'ai oublié le terme, mais ça me reviendra. Donc aujourd'hui, l'écologie devient un sujet absolument immanquable et tous les politiques doivent en parler, bien évidemment. Comme vous l'avez dit, qui est contre une eau pure et tout le monde est contre le massacre violent des ours polaires sur la banquise. C'est une évidence. Mais alors qu'on est en train de parler de droits pour les animaux, de droits pour les plantes, et ça aussi il faut un petit peu en parler, le pape François avec le synode sur l'Amazonie lui-même s'est impliqué donc dans cette histoire, dans cette histoire d'écologie. En quoi il est intéressant de parler d'écologie certes, sans pour autant utiliser, on va dire, l'écologisme comme politique, puisqu'on voit bien aujourd'hui, on a tendance à mélanger les vaches aux êtres humains, puisque un animal est un être humain comme un autre, si on écoute bien les antispécistes, les véganes et compagnie, et que même des entités religieuses aussi importantes que le pape, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eux-mêmes s'impliquent dans la nature à tous les étages, et le séquoia devient également, ou le baobab devient également un être humain, en tout cas une entité juridique à part entière, ce qui remet pas mal de choses en question, comme vous l'avez dit aussi, d'un point de vue religieux. Eh oui, le problème c'est que vous avez dit le pape François, mais il n'est pas pape. Vous avez eu cette fameuse révolution 1789 dans l'Église, qui est l'Église conciliaire depuis Jean XXIII, et qui a été parachevée ensuite par Paul VI, et ensuite renforcée, améliorée, si je puis dire, pour détruire l'Église authentique. En fait, tous les papes, je mets des guillemets, depuis Jean XXIII, ne sont que, des paravents ne sont que les représentants de la fausse Église. Et donc cette Église devenue Église conciliaire avec Vatican II, donc je rappelle que Vatican II a été lancé en 1950, à la fin des années 50 par Jean XXIII, il est mort en 62 et ça a été terminé au mois de décembre 1965 par Paul VI. Bon. Et en fait, alors, je vais d'abord utiliser la formule, qu'est-ce que l'Église conciliaire? C'est l'annexe de la synagogue. Après, il faut peut-être expliquer. L'objectif, c'est que vous avez, on en revient toujours à ce point crucial. Il y a 2000 ans de ça, le Christ est arrivé, mort et ressuscité, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et il est venu pour l'humanité entière, enfin plus précisément pour toutes les nations, parce que le Christ demande d'aller enseigner aux nations. Il ne dit pas d'aller enseigner aux hommes. Et donc, il reconnaît le principe des nations avec tout le concept politique qui va derrière. Et les élites juives rabbiniques n'ont pas reconnu le Christ comme le Fils de Dieu incarné, donc ils attendent leur Messie au service d'Israël uniquement, et Israël soumettant les nations à son service. Ça dure depuis 2000 ans. Et vous avez eu de nombreuses hérésies. Quand on observe les hérésies, que ce soit l'arianisme, les bogomiles, les cathares, etc., on se rend compte à chaque fois qu'il y a en arrière-fond la synagogue. Je vous cite un seul exemple, mais là il faut lire Gershom Scholem, le grand spécialiste israélien, qui raconte que les Cathares, donc sud de la France, 12e et 13e siècle, c'était le dieu bon et le dieu mauvais. Le dieu mauvais, c'était Murge, et un dieu bon qui était infini et suprême, avec une migration des âmes, la métempsychose. Eh bien, c'est exactement l'esprit de la Kabbale. La Kabbale, c'est l'interprétation
ésotérique du judaïsme, et la Kabbale au XIIe et XIIIe siècle, on le sait grâce à Gershom Scholem, se trouvait où? Le siège de la Kabbale, en plein pays cathare. Pas en Normandie, pas en Bretagne, pas en Picardie, pas en Lorraine, pas à Nancy, mais en plein pays cathare. Donc, en fait, on l'appelait la Kabbale espagnole, elle se répartissait entre le sud de la France et la Catalogne. Bon. Donc c'est très intéressant de voir que ces hérésies, à chaque fois, il y avait la synagogue en arrière-fond, la révolution 89, c'est une révolution d'ordre messianique, etc., avec le noachisme en arrière-fond, enfin, peut-être on en parlera. Et l'Église, devenue conciliée en 62, enfin 62, 63, 65, avec Jean XXIII et Paul VI, c'est une Église qui a pour objectif de ne plus être l'Église, une Église conciliaire, au service d'une synagogue qui veut prendre le dessus. Et pour cela, vous avez une lente et sûre dégradation de l'autorité de l'Église, devenue conciliaire, et un naturalisme, c'est-à-dire la primauté de la terre, la primauté des choses bien matérielles, qui prennent le dessus sur la Sainte Trinité, etc., l'Immaculée Conception, et ça se voit de manière maintenant terriblement, enfin d'une manière vraiment visible, puisque, vous savez, je dis toujours, apprenez à faire le mal. Quand je dis faire le mal, c'est pas boire 3 litres de bière et s'envoyer en l'air à gauche à droite. Non. Pervertir les esprits, c'est tout un art. Il faut le pervertir sur des générations, il faut petite dose, il faut faire le bien avec une injection de mal, et puis 20 ans, 30 ans après, on rajoute une dose de mal. Oui. Quand on voit les papes, ce qu'on appelle les papes depuis Jean XXIII jusqu'à François, c'est une lente dégradation par étapes. Et là, maintenant on est en roue libre, ce qui fait que les papes qui étaient les vicaires du Christ, ne le sont plus depuis Vatican II, et la chose a été officialisée par, entre guillemets, le pape François, qui, dans l'annuaire pontifical de l'année 2020, a enlevé le titre de vicaire du Christ. Et donc c'est un pape, entre guillemets, qui a pour objectif de promouvoir les choses de la terre, la nature, Pachamama, d'où l'admiration des reliques d'Indiens dans le jardin du Vatican. Voilà, et tout ça en lien avec le noachisme. Le noachisme, c'est la religion pour les non-juifs, élaborée par la synagogue rebelle, c'est-à-dire 7 milliards et quelques d'habitants. Et donc, en fait, la finalité, c'est de faire, pour la synagogue rebelle depuis 2000 ans, la finalité, c'est de faire du peuple juif le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un, surtout pas trinitaire, et le reste de l'humanité non juive, considérés comme les prosélytes de la porte, présents sous le seuil du temple rénové. Et donc, d'où la primauté de la nature, Gaïa, etc., pour détruire le principe de la révélation. C'est un travail de très longue haleine étalé sur des siècles. Et j'ai par exemple dans l'Atlas du mondialisme, j'ai présenté le document de la revue Look, How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique. C'est une revue américaine qui tirait à l'époque à 7 millions d'exemplaires. Et ils expliquent comment les Juifs ont joué au sein de Vatican II avec la photo du canal BA qui est à Washington ou à New York, peu importe, avec le cénacle juif pour Abraham Heschel en particulier, pour modifier les structures catholiques, pour les noachiser, et grâce à Gerhard Rickner, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial, qui a écrit ses mémoires, que j'ai lues, Ne jamais désespérer, avec un sous-titre ô combien révélateur, 60 années, enfin c'est à peu près le titre, 60 années au service du judaïsme et des droits de l'homme, comment résumer les choses, qui raconte que les deux acolytes du cardinal Béat, Österreicher et Baum, ont été en fait des juifs, convertis, mais convertis faussement au catholicisme, et d'ailleurs on concerne Baum, Augustin Baum, Gerhard Rickner, donc secrétaire général du Congrès juif mondial, le connaissait très bien, ils avaient été ensemble à la même école à Berlin, donc quand ils se voyaient, ils se racontaient des souvenirs. Donc en fait, l'objectif c'est une éradication, le fond de l'histoire, quand je disais au début de l'entretien que le mondialisme c'est un messianisme, l'objectif c'est de détruire le messianisme christique au profit d'un autre messianisme qui est celui d'Israël. Et cela s'est traduit de manière extraordinaire au cours de l'année 2019, où entre guillemets, le pape, enfin François Bergoglio, dont l'élection en 2013 a été saluée par les Naïbrides d'Argentine. Je dis ça, Naïbride, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale, qui, je le rappelle, n'accepte en son sein que des juifs. Lui-même étant argentin, peut-être cela explique aussi le fait que Bergoglio n'apprécie pas véritablement finalement l'Europe.
étant quelqu'un d'Amérique du Sud. Oui, c'est un fils d'émigré italien. Mais enfin, c'est un pauvre homme et un sale homme. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait en 2019 ? Il a fait une chose extraordinaire. Donc cette année 2020, il a évacué dans l'annuaire pontifical le titre de vicaire de Christ, chose qui a été faite pour la France avec la Révolution de 1789 où le roi de France était le lieutenant du Christ entre Clovis et Louis XVI, il y a donc 1300 ans. Donc il faut éradiquer la révélation, le principe des intermédiaires. Et bien en 2019, François a inauguré sur la place Saint-Pierre une très longue barque qui représente la barque de Saint-Pierre avec des migrants. Et la barque de Saint-Pierre doit normalement être, enfin, quand je dis migrants, des hommes et des femmes, et des migrants. Et la barque de Saint-Pierre est donc dirigée par, non pas un pape, mais par un rabbin. Et donc c'est le principe de substitution du pape au profit d'un rabbin. Et ce rabbin a à ses côtés une femme enceinte. Ça fait penser à la Sainte Vierge Immaculée enceinte. Bon, c'est tout un principe. Et j'ai mis les photos dans le livre de Anarchès Klotz, qui est un révolutionnaire, La République universelle du genre humain, aux éditions Omnia Veritas. J'avais fait une très longue préface avec ces photos, et en particulier en publiant de très longs extraits de la fameuse revue israélite française Archives israélites, qui est parue de 1840 à 1935. Ces archives israélites sont disponibles à la bibliothèque François Mitterrand. J'ai passé des heures à lire et à sélectionner, qui raconte que 1789, c'est une révolution d'essence hébraïque, écrite en toutes lettres, et qu'après la France, il ne manque plus que l'Église. C'est ce qu'on voit et ce qu'on vit. Humainement, ils ont gagné. Je dis bien humainement, mais ils n'auront pas le dernier mot. Et je précise aussi, pour les auditeurs qui entendent beaucoup de choses qui sont propres au domaine religieux, puisque on a abordé l'entretien en parlant des soubassements et des référents religieux qui s'affrontent, il n'y a pas besoin d'être croyant et d'avoir la foi pour ne pas être concerné, puisqu'on parle également de politique, et comme on l'a vu, tout ça est un affrontement long. Et le politique, l'aspect économique, en fait on en parlera aussi, l'aspect économique et politique, ces éléments ne sont que la conséquence d'une tournure d'esprit. Ce qu'on voit par exemple avec les volontés de Klaus Schwab, Forum économique de Davos, c'est de créer un monde unifié, alors lui et ses copains, un monde unifié, collectiviste, donc disparition de la propriété privée, déraciné. Cette fameuse phrase que je vais donc citer, quand il dit que la réinitialisation, la 4e révolution, conduira à une fusion de nos identités physiques, numériques et biologiques, c'est le transhumanisme. Tout cet idéal, en fait, ce n'est que la idéal politique, spirituel, économique, collectivisme, etc., humanité indifférenciée. On a tout le programme dans le livre de Thomas More, 1516, Utopia. Mais vous avez aussi la Nouvelle Atlantide, 1626, Francis Bacon. Vous avez Émeric Crusset, le livre de Émeric Crusset, 1623, Le Nouveau Ciné, qui parle d'un monde unifié, indifférencié, où on ne reconnaît pas le citoyen du pays de l'étranger, et capitaine de ce monde unifié avec une monnaie planétaire. 1623, Venise. Comme par hasard, Venise, c'est là où le mot ghetto a été inventé. Donc on voit l'esprit qui est derrière tout ça. Donc pour voir. Donc ça est très long, voilà. Voilà. Temps long. En fait, ce que je veux faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est que ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a pas surgi il y a 20 ans. Non. En fait, c'est un programme ancien d'un autre modèle. Alors je citais une société collectiviste, sans propriété privée, c'est ce qui se met en place, une population indifférenciée, mélangée. Dans Utopia, la population doit déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner. C'est révélateur. Et avec une monnaie mondiale, etc., etc. Et l'aspect, donc ça c'est l'aspect politique, l'aspect collectiviste économique. L'aspect spirituel, c'est l'influence, enfin quand je dis l'influence, c'est la marque tout simplement, du Talmud et de la Kabbale, l'influence talmudo-kabbalistique, avec un Dieu infini, un Dieu suprême, qui dans la Kabbale s'appelle l'Ensof. Et cette expression être suprême, qu'on appelle aussi Dieu infini, Dieu, il y a d'autres formules de Dieu suprême, entre autres, oui. Vous trouvez cette formule être suprême dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Vous savez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous savez le préambule. Eh bien, dans le préambule, ils disent sous l'égide de l'être suprême. Eh bien, en fait, la Révolution 89, c'est la marque
talmudo-kabbalistique avec l'être suprême qui est l'Ensof. Et vous retrouvez la même chose dans la 9e de Beethoven, l'Ode à la joie, la partie chantée, avec ce Dieu infini qui se tient au-delà de la voûte étoilée. C'est l'Ensof, et ça vient d'un poème de Schiller qui était imprégné de la Kabbale. Voilà, quand on comprend les référents religieux, vous comprenez les répercussions d'ordre politique, économique, psychologique, et c'est le propre de notre époque. On assiste à la mise en pratique d'un modèle de pensée anti-catho à mort. Alors, si on revient un peu à l'actu, vous en avez un peu parlé, du fameux grand reset, cette grande embardée qui peut-être nous attend pour 2021, avec une vaste campagne de vaccination qui apparemment sera mondiale. Bon, des représentants de La République En Marche ont dit que ça serait pas obligatoire, et puis finalement ce sera peut-être un peu obligatoire quand même, passeport vert, on verra. Il y a des personnages dont il faut un petit peu parler. Par exemple, Bill Gates, qui, après avoir conçu des ordinateurs, maintenant conçoit des vaccins. Les responsables des GAFA aussi, qui verrouillent les canaux d'information. Vous avez parlé du forum de Davos, qui, eux, ont annoncé que le nom, donc le titre du prochain forum de Davos, ce sera le temps de la grande remise à zéro. Oui, donc ça en dit quand même long. Et l'annonce, vous l'avez dit, d'un euro numérique, que la BCE et donc sa présidente Christine Lagarde l'a dit il y a très peu de temps, là, c'était en octobre dernier, assez récemment, donc l'annonce d'un euro numérique, donc la disparition de la monnaie papier, donc si on y réfléchit bien, une forme aussi de la disparition d'une forme de liberté, puisqu'après tout, quand on a de l'argent liquide, on peut le dépenser où on veut sans être tracé. On peut frauder, oui. Mais là on ne pourra pas, zut alors. Comment ce grand reset, d'après vous, là on l'a un peu dit, mais comment va-t-il se matérialiser? Comment des individus vont progressivement peuvent progressivement supprimer des libertés? Il y a une chose déjà, le coût du vaccin obligatoire. Officiellement, notre honoré président Emmanuel Macron a dit que la vaccination ne sera pas obligatoire. Bon, il ment comme un arracheur de dents. Dans ce sens que, oui, peut-être, attention, ça peut encore changer, ils peuvent dire un jour ça va être obligatoire, mais officiellement, pour le moment, à l'heure où je parle, c'est pas obligatoire, mais par des moyens détournés, par des chemins de traverse, ils vont nous imposer un vaccin obligatoire. C'est déjà prévu pour les avions, il faudra un sort de passeport prouvant qu'on a été vacciné. Et si c'est vrai dans une carlingue d'avion, à mon avis, ça deviendra valable dans une, entre guillemets, carlingue plutôt d'un train. Quand je dis carlingue, c'est le wagon en lui-même. Et puis, dans une embauche, deux personnes qui, qualité égale, l'une est vaccinée, l'autre non, ça sera celle qui est vaccinée. Donc en fait, il y aura des moyens détournés pour contraindre les gens à être vaccinés. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Et je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Morissette a 78 ans. Elle réside dans une maison de retraite de Sevran et il y a quelques jours, vous l'avez tous vu comme moi, elle a été la première Française à se vacciner contre la Covid-19, envoyant contre l'obscurantisme et le complotisme un magnifique message d'espoir pour l'année qui s'ouvre. On peut faire un vaccin. Et donc, alors c'est ce que je raconte et c'est terrible parce que c'est en lien avec un contrôle permanent avec cette fameuse monnaie dématérialisée qui se met en place. Alors il y a plusieurs éléments qui se télescopent, je vais essayer de trouver un ordre pour présenter sans noyer l'auditeur sur une masse d'informations. L'idée d'une monnaie mondiale, ça a été déjà annoncé, je vous dis, 1526 entre autres, par Émeric Crusset. Bon. Alors la chose a été, là à notre époque, annoncée de la manière la plus solennelle possible en janvier 1988, dans la revue The Economist, donc revue des Rothschild et de la famille richissime italienne des Agnelli.
et avec la couverture de The Economist, que j'ai mise dans l'Atlas du mondialisme aussi, et dans Archimondialisme, qui représente des billets des marques, des francs, des dollars, des yens qui brûlent, et des flammes et des sangs naissent un oiseau, le phénix, qui représente la monnaie mondiale. Et dans le texte de la revue The Economist, donc janvier 1988, il est prévu, non pas pour 2018, mais à l'horizon 2018, une monnaie mondiale. Donc à l'horizon 2018, avec toujours évidemment, donc c'est annoncé en 1988, la marge d'erreur 19, 20, 21, bon. Voilà. Et dans l'esprit de ces gens-là, on a la réponse sur la couverture de cette revue, puisque les billets, marques, dollars, etc., yens qui brûlent, c'est le système né de 44-45, accords de Bretton Woods qui font du dollar la monnaie de référence. C'est le monde de 44-45 qui est détruit et dynamité. Et donc ce phénix naît du chaos. C'est le principe maçonnique, ordo ab chaos. Bon. Monnaie qui sera dématérialisée. C'est-à-dire que on ne pourra payer que par carte bleue, smartphone, etc. Donc on saura exactement ce que vous avez acheté, où, quel produit. Et évidemment, si vous gênez le système, ça suffira de verrouiller votre compte en banque et vous ne pourrez plus acheter via smartphone et compagnie. Il y a ça. Il y a le fait qu'il y a aussi la volonté de mettre en place un revenu universel. L'élément financier, la dose financière qui vous permet de ne pas mourir de faim, mais vous savez, le menton légèrement au-dessus du niveau d'eau pour ne pas couler, survivre. Et donc ça sera aussi dématérialisé, simple transfert sur votre compte, et puis l'argent uniquement par smartphone et carte bleue. Bon, si vous représentez un problème, on vous coupe tout ça. Bon, il y a ça, et le coup du Covid, là c'est une fantastique accélération, dans ce sens que vous avez ces vaccins qui ont été produits par Pfizer, Moderna et compagnie, qui ont été produits en l'espace de quelques mois. Normalement, un vaccin, il faut des années de fabrication, de contrôle, de tests et des publications scientifiques qui racontent, expliquent toute l'évolution et les répercussions ou effets secondaires ou les non-effets secondaires du produit. Et là, comme par miracle, ces produits sortent en l'espace de quelques mois. Moi, à titre personnel, je ne veux pas être vacciné. Mais sachant que ça sera obligatoire, à un moment donné, je vais me retrouver au pied du mur, moi et d'autres personnes qui ne veulent pas être vaccinées. Donc, on va se retrouver coincés. Alors, je vais poser plusieurs éléments et après, je vais, comme façon différents morceaux de puzzle, les réunir. Parallèlement à ça, vous avez Microsoft. À l'origine, donc, le truc informatique de Bill Gates, lancé dans les années 70, je crois que c'est en 75 qu'il a créé ça. Et vous avez eu un brevet qui est sorti le 26 mars 2020. J'ai mis le document en annexe de mon bouquin Chronique du mondialisme, qui consiste à pouvoir contrôler l'activité corporelle de tout être humain grâce à l'aspect numérique. Et ce brevet porte un chiffre. 666. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse de Saint Jean, la marque de la bête. Nul ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque au front ou sur la main. Vous avez ça, et vous avez cette volonté de pucer les gens, mettre une sorte de grain de riz la main ou le poignet, et donc on achète et on vous suit à la trace. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle la 5G. La 5G, c'est cette téléphonie qui multiplie de manière considérable le traçage des gens, le stockage des informations, etc. Et donc, si vous avez une puce dans le poignet, eh bien, vous pourrez être suivi comme on suit un morceau de viande au supermarché. Vous avez la traçabilité, le lieu, l'endroit où la viande a été abattue, enfin, etc., etc. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les nanoparticules. Alors, les nanoparticules sont des produits microscopiques qui se trouvent dans les vaccins. Et l'information que je vais donner, elle vient d'une revue scientifique, mais conventionnelle, dans le mode, qui fait partie du système. C'est pas ton 10-15 conspiration, quoi. Non, c'est la revue Science et Avenir. Vraiment le truc, bon. Et j'ai lu un document, un article, donc de Science et Avenir, qui remonte à 2018, je crois, sur le rôle des nanoparticules dans la lutte contre le cancer. Et vous allez voir ensuite les relations avec la situation actuelle.
disait que lutter contre le cancer, les nanoparticules joueraient un grand rôle puisqu'on pourrait donc suite à une injection dans le corps, ces nanoparticules pourraient se fixer sur les tumeurs cancéreuses. Et je vais essayer de retrouver presque mot à mot le passage. Il est précisé que ces nanoparticules, je cite, on les fait vibrer. Donc ces nanoparticules qui sont fixées sur les tumeurs cancéreuses, on les fait vibrer grâce à un champ magnétique. Et l'avantage de cette méthode, disait l'article, c'est qu'on détruit les cellules cancéreuses sans détruire les cellules saines. Quand on lit ça, le principe en lui-même est très bien, parfait. Bon. Mais quand on lit ça, nanoparticules qui sont fixées sur un corps et qui agissent en fonction d'un champ magnétique. La G5, la 5G, il y a eu la 3G, 4G, 5G, et on annonce bien même un jour la 6G. Mais pour le moment, la 5G, ce sont des champs magnétiques, ce sont des relais dans les rues, etc., qui font qu'on pourra agir sur la 5G par un champ magnétique, et si on vous injecte des nanoparticules, il y a tous les types de nanoparticules, dans votre corps, et qu'on fait agir la 5G et les champs magnétiques pour contrôler vos déplacements, mais si on veut agir sur votre corps, le dégrader, toutes les possibilités sont ouvertes, et donc on voit qu'il y a une possibilité énorme. Et le fait que Microsoft se soit allié à un institut créé récemment qui s'appelle l'ID 2020, qui a été créé en 2016, qui consiste à numériser les personnes pour le vaccin, c'est-à-dire qu'on introduit des particules dans le corps, et que en fait c'est officiellement le projet, ça est toujours présenté de la manière idyllique. On s'occupe des personnes du pays des tiers-mondes. Il n'y a pas de traces papier, un carnet de vaccins, etc. Et tout ça, c'est fait dans le sens du progrès. C'est bien, c'est le salut de l'humanité. Et puis au service de la souffrance, etc. C'est qu'on se sert donc de personnes malheureuses, on leur injecte des produits ou bien des marques sous la peau, et grâce au smartphone, et ça a été l'information que je vous donne est archi-officielle, ça a été donné même par le journal Le Monde. D'ailleurs, le journal Le Monde, j'ai mis l'article en entier dans la conclusion de chronique du mondialisme 2010-2020, où ce sont des nanoparticules qui sont introduites sous la peau et qui contiennent, donc, c'est un carnet de vaccin, on sait si vous avez été vacciné, et pour cela, on pose le smartphone sur la peau, au niveau de l'endroit où ont été injectés, et ça réagit. Et le médecin, la personne qui vérifie, peut voir tout de suite si vous avez été vacciné ou pas. Donc vous voyez, introduction de produits, nanoparticules ou des choses apparentées dans le corps, la 5G, Microsoft qui travaille l'ID 2020 pour l'aspect numérique, ce même monde qui travaille avec le monde des vaccins, Gavi, et à cela on rajoute, et ça je suis content d'avoir balancé, je l'ai balancé lors de l'émission de TV Liberté avec le journaliste Pierre Bergerot, avec la France China Foundation, la fondation France-Chine, qui a été créée récemment, quelques années, 2013, où vous avez donc les élites françaises et chinoises politiques, économiques, scientifiques, qui, avec des côtés français, de nombreux premiers ministres, Édouard Philippe, Fabius Raffarin, et chaque année, ils recrutent ce qu'ils appellent des Young Leaders. Pareil pour la Fondation Décideurs de demain. Voilà, pareil pour la Fondation franco-américaine. Et pour l'aspect, la branche française, vous avez par exemple en 2013 le Young Leader Édouard Philippe. 2017, vous avez eu Young Leader Olivier Véran. Et 2019, c'est Olivier Véran et sa compagne Carole Dubost, Young Leader 2017. Et ces gens-là travaillent parmi les instituts qui dirigent la Fondation France-Chine. Vous avez l'Institut Mérieux, les vaccins. Vous avez aussi AXA. Et puis côté chinois, vous avez des représentants politiques. Vous avez aussi un secteur très puissant de la technologie qui s'appelle Alibaba Group, qui est dirigé par John Ma.
je crois que c'est son nom, qui est au sein de la French China Foundation et qu'on retrouve au sommet de Davos, du forum de Davos, avec Christine Lagarde, avec la patronne du FMI, Kristalina Georgieva. Vous avez aussi Orit Gadiesh. Orit Gadiesh, c'est une israélienne, enfin la double nationalité israél-américaine, fille d'un officier du Mossad, et qui a mis en place, et c'est la revue Marianne qui a balancé l'information, un institut qui travaille avec le gouvernement français pour la gestion du Covid, des vaccins et compagnie, et tout ça pour surveiller pucées et nanoparticules. Voilà, donc on voit que on arrive au niveau du meilleur des mondes. Et d'ailleurs, vous avez le fameux Agenda 2030, donc qui a été lancé en liaison avec le FMI, en liaison avec donc Kristalina Georgieva, en liaison avec Klaus Schwab, forum de Davos, en liaison avec le prince Charles. Ils étaient tous les trois réunis pour lancer entre autres l'agenda 2030 et porter au nu le modèle. Et tout ça pour surveiller, pucer, et je répète cette fameuse phrase épouvantable pour moi de Klaus Schwab, que la grande réinitialisation, 4e révolution, conduira à une fusion de nos identités physiques, biologiques, numériques. Bon, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Voilà. Vous avez d'ailleurs dans Aldous Huxley 5 niveaux d'intelligence. Les plus intelligents, alpha, les abrutis de base, epsilon, et puis vous avez 3 intermédiaires, gamma, je sais plus quoi, enfin, les intermédiaires qui ont été manipulés au cours de manipulation génétique. Et en fait, pourquoi ils font ça? Il y a 5 niveaux d'intelligence, c'est pour adapter les êtres humains en fonction des besoins économiques. Donc si on a besoin de gens très très intelligents, on va produire des gens très intelligents. Si on a besoin uniquement de gens au ras des pâquerettes, on produit un bon stock de type au cerveau au QI de 50. Enfin bref, c'est l'homme adapté aux besoins économiques. Et c'est un monde divisé en blocs continentaux avec une administration européenne dirigée, dans le bouquin de Huxley, par Mustapha Meunier. Prénom arabe, nom français, mais il n'est plus arabe, il n'est plus français. C'est un produit hors sol, déraciné. Et dans ce monde pucé, surveillé à la Orwell, c'est la même famille, tout ça, vous avez une drogue, le soma. On est toujours heureux. On est toujours abruti. Voilà, et abruti et esclave. Et c'est là on s'y dirige. C'est les McDo qui vendent des nems, en fait. Oui. Et on s'y dirige. Et voyez-vous, l'espoir que j'ai, c'est qu'ils veulent mettre en place une monnaie mondiale, donc il faut d'abord détruire le monde dans lequel on vit. Donc ça passe par un effondrement du dollar, il y a une guerre civile aux États-Unis qui s'annonce, tôt ou tard, un effondrement du système, guerre civile, etc. Et dans l'horreur, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est en même temps l'espoir, c'est que tant que le système assure un minimum d'approvisionnement en nourriture, minimum financier, les gens, tant qu'ils ont la vie de tous les jours à peu près assurée, ne vont pas se révolter. Si tout s'écroule, et ça va s'écrouler, il y en a certains qui ne se relèveront pas, anéantis, se laisseront crever sur place. Mais il y a ceux qui, n'ayant plus leur dose d'émissions à la télé, n'ayant plus les jeux en tout genre, Playmobil, PlayStation, Playmobil du style, vont se révolter. Et là, pour le système, canaliser des millions, pour ne pas dire des dizaines de millions de personnes révoltées, n'ayant plus leur dose de drogue, c'est-à-dire de leur vie de tous les jours, confinée, là, ça risque de leur échapper des mains et le système qu'ils veulent mettre en place dérailler. Et c'est tout mon espoir, tant que la masse, il y a ce qu'on appelle la masse critique, tant que la masse ne bouge pas et on n'est qu'une minorité à bouger, le système, il peut respirer. Le jour où la masse, c'est par paquets de millions, dizaines de millions, en France, en Allemagne, dans tous les pays du monde, se révolte d'une manière désorganisée, mais malgré tout cassant le système, là, on peut avoir leur peau. Mais, de toute manière, cela se fera dans la souffrance, parce que pour remonter la pente, moi j'appelle ça la guerre du feu et Mad Max réunis. Donc il faudra la fin du pain et des jeux. Oui, mais tant qu'il y a du pain et des jeux, ça tient à peu près. Un truc tout bête, le confinement, il faut penser aux gens qui ont besoin de drogue, qui ont du mal à se déplacer parce qu'ils ne peuvent pas sortir, le couvre-feu. Ça doit être terrible d'avoir des souffrances actuellement. Moi, je parle de gens qui n'arrivent pas à avoir leur dose de drogue parce que déjà le système
contraints de ne pas pouvoir sortir tel jour, de telle heure à telle heure. Il y a dû avoir des drames. Mais imaginez le système qui sert encore la vis, à un moment donné, ça pète. Et c'est ce que j'appelle l'instinct de survie. Surtout que si tout s'écroule, et ça va s'écrouler, à un moment donné, les gens vont... pardonnez-moi l'expression, ça va partir en couille. Et c'est ça qui peut nous sauver, dans le sens que quand vous avez des millions et des millions et des dizaines de millions de gens qui se révoltent, ce ne sont pas les CRS qui arriveront dans le CRS à si bloquer. Les CRS meurent de faim aussi. Oui, c'est que... Voilà, ça peut être dans l'horreur et le désespoir. L'horreur et le désespoir, ces éléments peuvent être un moyen de survie et de casser le système, et dans une situation apocalyptique. Comme vous l'avez rappelé, la plupart des personnages qu'on a évoqués ne sont pas là par hasard. Pareil, c'est du long terme et ils sont briefés, formés dès le plus jeune âge pour certains. Oui. Il y en a un, sans lui donner des lauriers, puisque après tout, il est un Américain et ça reste un Américain, donc c'est pas forcément un allié de la France, c'est moins qu'on puisse dire. Mais tout de même, il y en a un qui apparemment pose problème dans tout ce système. D'ailleurs, il refuse absolument, il tient mordicus à ne pas perdre son bureau. C'est Trump, qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et là, alors que Biden semble être le président élu, on verra en janvier. Peut-être que d'ici là, l'actu aura changé, d'ici la publication de ce son, on verra bien. En tout cas, Trump a montré, et on lui reproche d'avoir divisé l'Amérique. Bon, puisqu'on parlait du long terme, on constate que près de 8 ans d'Obama n'ont absolument pas calmé les dissensions entre les Noirs et les Blancs, entre les pauvres et les riches, etc. Donc, ce qui prouve bien que peut-être qu'une couleur de peau ne suffit pas à être efficace. En tout cas, Trump, là, semble-t-il perdu l'élection, mais autre chose arrive aux États-Unis, c'est une véritable sécession. D'ailleurs, je tiens à rappeler que nous en avions parlé, parce que j'y tenais déjà dès notre première émission en 2018. Et oui. Et donc, une fois de plus, tout ça, c'est sur du long terme. Plusieurs États, la Virginie, je crois, le Texas, en Floride également, différents groupes sont en train de monter pour réclamer une véritable sécession, avec des États peut-être plus républicains qui ne veulent pas, tout simplement pas, de président Biden. Et d'autres États, Californie, l'État de Washington, l'État de New York, qui eux sont beaucoup plus démocrates et qui, au cas où Trump repasserait, seraient certainement dans la même optique. Donc est-ce qu'on peut, à juste titre, parler de sécession à venir aux États-Unis, mais qui n'est pas un petit événement, parce que étant donné que les États-Unis sont, comment dirais-je, à la proue du monde depuis 70 ans, ça aura forcément des répercussions. Un tout petit peu. Un petit peu. Alors, le cas de Trump est intéressant. Mais là aussi, pour comprendre Trump et Biden, d'abord une chose qu'il faut dire, il n'y a pas aux États-Unis un État profond. Il y a 2 États profonds. L'idée, le principe de l'État profond, on le comprend lorsqu'on lit les carnets complets de Theodor Herzl, dont j'ai fait la synthèse dans Sionisme et mondialisme. On voit, donc on est fin 19e siècle, début 20e siècle, différentes factions dans chaque pays, France, Angleterre, Allemagne, Russie, etc. Et des factions de l'État profond, ils se tapent entre eux. Donc, déjà ça. Alors, le cas de Trump, Trump est le représentant d'une faction. Et cette faction n'est pas née avec Trump. La première manifestation de Trump, enfin le grand-père ou arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père de Trump d'un point de vue spirituel, enfin politique, philosophique, c'est le président des États-Unis, Andrew Jackson, qui a été président de 1829 à 1837 et qui est mort en 1845. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais citer 1, 2, 3 étapes, 3 événements importants dans l'histoire américaine qui précèdent Trump et qui annoncent Trump en fait. D'abord, il faut rappeler que les États-Unis ont été créés en 1776. Premier président des États-Unis, c'est George Washington. La fondation des États-Unis, c'est d'abord une fondation idéologique. L'État américain, c'est un État maçonnique, créé par des maçons. C'est une création idéologique, comme l'Union soviétique en 1917 est une création judaïque, puisque 80% des bolcheviks étaient juifs. Et d'ailleurs, quand on lit, là aussi je reviens toujours les carnets complets de Theodor Herzl, lorsqu'il est avec les représentants russes disent, la plupart des révolutionnaires en Russie, ils sont juifs. Donc on voit déjà. Bon.
Donc la création aux États-Unis, c'est une création maçonnique, d'idéologie maçonnique. Mais il y a une expression qui dit « l'enfer est divisé contre lui-même ». Bien comprendre que la maison mère de la maçonnerie, c'est la City de Londres. Donc les États-Unis, à l'origine, création de l'Empire britannique, et ce monde anglo-saxon américain se détache de la maison mère, la City de Londres, avec la guerre d'indépendance, création de l'État américain 1776, avec son premier président, Fromac, George Washington. Et au sein du monde américain, vous avez deux branches. Au sein du monde maçonnique protestant américain, deux factions. Et ça, c'est un élément capital parce que personne ne le sait, et je raconte ça dans mes bouquins. Vous avez une faction qui est anglo-saxonne, maçonnique, pro-Cité de Londres, qui veut une gouvernance mondiale, casser les États, un débris, et diriger tout ça. Et vous avez une autre faction maçonnique américaine, patriote. Alors, déjà, dire être maçon et patriote, tout en étant mondialiste, ça peut choquer. Alors, quand on veut comprendre quelque chose, il faut essayer de comprendre le raisonnement de la partie adverse. Vous avez une faction patriote américaine, d'essence maçonnique, protestante, qui ne veut pas que les États-Unis soient dissous dans un magma puré. Ils veulent que les États-Unis soient respectés dans leurs intérêts politiques, financiers, économiques, avec respect de l'intégrité territoriale du pays. Donc, il y a un monde maçonnique avec une subdivision. Une première subdivision, City de Londres, on brise tout, on mélange tout. Une autre faction maçonnique qui est pour une gouvernance mondiale, directeur mondial, mais avec des États-Unis comme pilier, un des piliers importants de cette organisation mondiale, mais avec le respect de ses intérêts particuliers. Et vous avez fin 18e, début 19e siècle, une bagarre pour mettre en place une banque privée, indépendante du pouvoir politique et pour l'émission monétaire. Vous avez une bagarre, entre autres, qui se met en place, et cette bagarre s'intensifie avec en particulier cet événement capital qui est donc celui que je vous ai cité, Andrew Jackson, président des États-Unis de 1829 à 1837 et mort en 1845. Andrew Jackson, qu'on ne l'avoue pas, est un homme extraordinaire. Il était protestant et il était franc-maçon. Et d'ailleurs, dans Chronique, je donne la référence. Les États-Unis, enfin le monde anglo-saxon, ils parlent de la maçonnerie avec plus de facilité que dans les pays latins. Vous allez sur le site de la Grande Loge, alors Lodge, L-O-D-G-E, de Tennessee, et vous avez donc le site avec les représentants actuels, puis vous avez l'aspect historique de cette loge, et vous aviez en 1822, donc vous avez toute la liste des grands maîtres de la Grande Loge de Tennessee, et en 1822, le grand maître de la Grande Loge de Tennessee, c'était Andrew Jackson. Donc, grand maître de la Grande Loge de Tennessee et protestant de son État. Et lui, il représentait une faction de l'État profond de la jeune Amérique, du jeune État américain, qui voulait le respect des intérêts politiques, économiques, financiers et l'intégrité du territoire américain dans un cadre maçonnique, dans un cadre plus large aussi, gouvernance mondiale, mais le respect de ces caractéristiques, que les États-Unis ne soient pas dissous. Et lorsqu'il arrive au pouvoir en 1829, il y a une bagarre avec un certain Nicolas Burdell, je crois que c'est Buddle ou Burdell, j'ai un petit doute sur son nom, qui était le représentant américain de la City de Londres, qui voulait mettre en place la fameuse banque américaine qui allait s'appeler en 1913 la Fed, la Réserve fédérale, qui va être créée donc en décembre 1913, qui est donc responsable de l'émission monétaire, le dollar, qui est leur BCE, voilà, la BCE américaine, et qui est indépendant du pouvoir politique républicain comme démocrate. Et en fait, ça a été créé en 1913, mais cette Fed aurait dû être créée au cours des années 1820, 1830, et donc sous l'égide de la City de Londres. Et la branche patriote mondialiste maçonnique incarnée par Andrew Jackson refusait mordicus qu'il y ait une banque indépendante, responsable de l'émission du dollar, etc.
et qui impose ses vues au pouvoir politique. Et Andrew Jackson, donc président de 1829 à 1837, va se battre contre l'autre branche maçonnique anglo-saxonne, la branche anglaise, avec ses représentants américains à cette époque, et on va essayer de l'assassiner 2 fois, et il va réussir à imposer ses vues, c'est-à-dire que non, il n'y aura pas de banque, enfin si, il y aura une banque, mais pas une banque dépendant de la City de Londres et indépendant du pouvoir politique, et il réussit donc à imposer ses vues, Andrew Jackson, à un tel point qu'il avait demandé, et il l'a obtenu d'ailleurs, qu'on mette sur sa tombe la phrase « J'ai tué la banque ». Voilà. Bon, c'est son surnom du grand chêne. Oui, il est extraordinaire, de personnalité, c'était... bon. Cette volonté donc de soumettre le jeune État américain maçonnique à la maison mère maçonnique de la City de Londres, et une nouvelle tentative est la guerre de sécession, Abraham Lincoln, etc. C'est même l'esclavage n'étant que l'outil. Il faut, comme la Covid n'est l'outil pour une étape supérieure. Donc vous avez une guerre de sécession, guerre civile américaine qui a échoué et qui a fait qu'à nouveau les 2 entités qui devaient se séparer ont été regroupées par la partie nord. Bon. C'est la 2e tentative. La 3e tentative, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles. Vous allez voir, je vais arriver ensuite à Trump et faire le lien avec Andrew Jackson. Vous allez voir. On a dit, c'est l'histoire, c'est long. Oui, mais il y a une généalogie. Trump n'a pas surgi comme ça. Vous avez eu le traité de Versailles, donc vous avez eu un rôle immense des mondialistes anglais et américains, et entre autres, président Wilson. Mais quand on a président Wilson, il faut surtout dire son bras droit, son éminence grise, qui s'appelait Colonel House, Edward Mondale House, un Américain. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle la SDN. La SDN, donc l'ancêtre de Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et qu'est-ce que c'était la SDN ? C'était le paravent de la City de Londres pour assujettir les pays donc adhérents sous l'égide de la City de Londres. Et il y a un pays qui devait intégrer la SDN, c'est les États-Unis. Et moi, je me souviens, j'étais en seconde première terminale, donc ça remonte à très peu de temps, où j'apprenais que les États-Unis n'avaient pas voté au Sénat, n'avaient pas voté à majorité, donc l'intégration des États-Unis à l'ASDN. Et puis ça s'arrête là. Et il faut savoir que vous avez eu des sénateurs américains, il y en a un qui s'appelait Bora, B-O-R-A-H, et l'autre Lodge. Vous avez aussi un autre qui s'appelait, je ne sais plus si c'était sénateur ou un membre du Congrès, enfin peu importe, qui s'appelait Torkelson, qui ont réussi à ce que les États-Unis n'intègrent pas la SDN. Pourquoi ? Parce que la SDN était donc le paravent de la City de Londres, et vous aviez entre l'article 10 de la SDN qui stipulait que tout État qui est attaqué se doit d'être protégé par tous les autres États membres de la SDN. Et donc, si les États-Unis avaient intégré la SDN, ils auraient été contraints d'obéir à cet article 10. Donc, c'est la politique étrangère américaine n'était plus libre, n'était plus indépendante. Elle était dépendante d'une autorité supranationale, la Société des Nations, SDN, elle-même pilotée en arrière-fond par la City de Londres. Et en fait, c'était tout simplement la réintégration des États-Unis qui avait échappé à l'Empire britannique en 1776. C'était la réintégration des États-Unis, dans le cas de la SDN, pilotée par la City de Londres. Donc c'était une revanche à la City de Londres. Les États-Unis, en fait, est l'un des premiers pays à faire résistance à ce qu'on appelle le mondialisme. Alors, à une branche, parce que là je vous ai cité, à une branche. Ils sont pour la gouvernance mondiale. Alors, je vais terminer. Et voilà. Un certain mondialisme. Voilà, parce ils se battent pour le leur. Voilà, c'est. En fait, vous allez voir après. Et donc, tout c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Bora, Lodge, les Torkelson, etc. Et d'autres. Il n'y avait pas que. Mais je parle des figures de proue. Bloquent le truc. Donc, c'est à nouveau échec de la branche maçonnique City de Londres pour ramener les États-Unis, enfin la faction, parce que je vous ai cité Wilson et Colonel House, eux ils étaient pro City de Londres, mais il y a une autre faction qui a freiné les cas de fer. Bon, c'est pareil pour la création de la Fed en 1913. Une partie, c'est une faction dirigée par la City de Londres, mais contrebalancée par d'autres familles WAPS de la branche américaine qui ont un droit de regard. Donc c'est ambivalent, il y a des nuances. Bon. Ensuite, vous avez Roosevelt les années 30, alors lui, mondialiste pur jus, mais à l'échelle vraiment planétaire. Et vous avez ensuite la seconde moitié du XXe siècle et début XXIe.
Et donc on arrive maintenant au début du XXIe siècle, les États-Unis ont tenté d'imposer leur férule. En fait, ça dépasse leurs moyens. Et Trump n'est que le représentant d'une faction, je dis bien d'une faction de l'État profond américain, avec entre autres le général Flynn, etc., qui se rend compte que les États-Unis ne peuvent pas contrôler le monde. Il faut qu'ils conservent des prérogatives financières, enfin, etc., économiques suffisamment fortes pour être un pilier de la gouvernance mondiale et non pas le pilier. C'est-à-dire que vous avez dans le monde anglo-saxon maçonnique la branche qui veut que le monde anglo-saxon soit la colonne vertébrale du monde entier, et puis vous avez une autre tendance à City de Londres qui veut briser toute cette colonne vertébrale et dire que finalement chacun, enfin il n'y a pas un État qui prime sur l'autre. Et Trump une faction de l'État profond américain veut que les États-Unis conservent leurs prérogatives politiques, financières, économiques et l'intégrité territoriale de l'État américain dans le cas d'une gouvernance mondiale qui ne met pas à bas les intérêts propres du pays, alors que la City de Londres voudrait briser ça façon guerre de sécession et compagnie. D'où l'importance du protectionnisme économique. Voilà. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. America Great Again, c'est faire pour Trump un pilier américain qui n'est pas le centre du monde, mais qui est un grand pilier de ce directoire mondial que lui, en tant que protestant, je rappelle que Trump est protestant, et l'esprit du protestantisme, c'est la maçonnerie. Pas pour rien que la maçonnerie a été créée par des protestants. Donc en fait, c'est une opposition, c'est une bagarre au sein de la matrice mondialiste, au sein de la matrice maçonnique. Vous avez la branche qui veut tout briser, et maçonnique, et une autre branche maçonnique incarnée. Alors je ne sais pas s'il est maçon, Trump, ça je ne sais pas, mais il en a l'esprit en tant que protestant, qui veut le respect des intérêts américains dans le cadre d'une gouvernance mondiale où il n'est pas contre. C'est un peu comme Poutine qui dit la même chose dans son discours de Valdaï en 2014, où il dit « Je suis pour un nouvel ordre mondial, politique, économique, juridique, avec une ONU modernisée, mais qui respecte les intérêts russes. » Trump dit la même chose, c'est-à-dire qu'il est pour un modèle qui respecte les intérêts propres, où les États-Unis ne sont pas dissous comme un sucre au fond d'une tasse de café. Nous respectons notre nation, voilà. Mais avec notre nation en tête de Voilà, tête de mais bateau. avec formant un pilier, un sacré pilier, plus que Bangladesh et les îles Fidji, de la gouvernance mondiale en préparation. Alors que les autres en face disent non, le pilier en question, vous allez briser, et ça serait une purée de tout ça avec tous les États du monde réduits en miettes. Et c'est pas pour rien donc que, par exemple, vous avez le portrait de Andrew Jackson dans le bureau de la Maison Blanche de Trump, parce que c'est son père spirituel, si je puis dire. Et là, on assiste donc à une bagarre. Surtout, il y a eu des fraudes aux États-Unis, l'affaire Dominion, enfin les appareils en question, Dominion, des choses absolument pas nettes. Et d'une certaine manière, Trump est utile dans ce sens qu'il a quand même une forte intelligence, une personnalité très forte. Et vous avez une bagarre entre deux factions, la branche Trump et la branche Biden, et il ne faut pas voir ces deux piliers, je veux dire, au ras des pâquerettes, il faut les regarder de haut, et pour les systèmes, les États profonds, les oligarques très haut placés, le fait qu'il y ait deux branches fortes et opposées, ça permet d'établir une bagarre, un effet de ping-pong qui va tôt ou tard accélérer l'arrivée de la guerre civile, car la finalité, c'est de détruire les États-Unis en vue d'une étape supérieure hors de chaos, car tout passage d'un monde ancien à un monde nouveau passe par le principe maçonnique du désordre, et de ce désordre, que façon phénix, aboutir à un monde nouveau. Donc il faut, Trump aurait la personnalité d'un François Hollande, c'est-à-dire pas de guimauve, ça serait pas bon. Il faut un alter ego créant une émulsion, une violence, pour passer d'étape supérieure. Et là, on est dans la période où de guerre civile avec Black Lives Matter, deux blocs aux États-Unis pro-Trump et un autre pro-Biden. Il y a tout ce qu'il faut pour créer les sécessions entre les États-Unis, les États fédérés. Et d'ailleurs, j'ai publié dans la thèse mondialiste des cartes des États-Unis décomposées déjà en 1930, etc., etc. Donc, en fait, c'est un programme ancien qui va
aboutir et qui va aboutir surtout à la destruction du monde, parce que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ça va avoir des répercussions immenses. Et donc, c'est l'idéal parfait pour passer une étape supérieure, qui est les tentatives de mettre en place une gouvernance mondiale. Et là, c'est ce que je dirais en conclusion, c'est notre espoir que c'est dans le désordre, le chaos, le système, ça échappe de leurs mains, parce qu'à un moment donné, il y a tellement un tel désordre qu'ils ne peuvent plus canaliser ce désordre. Et là, on profite de ce désordre pour renverser la table et les écraser. Mais ça peut se faire que dans la souffrance des guerres, etc. Donc on verra bien ce que ça donne. Ultime et dernière question en quelques mots. Je dis bien quelques mots. Je me fais faire Là, pour les auditeurs, on a donné énormément d'informations, énormément de noms, c'est très riche. Et s'ils veulent en savoir plus, on leur recommande bien sûr de vous lire directement. Mais si pour les gens qui ont parfois un petit peu de mal à lire ou pour qui toutes ces informations peuvent faire un peu peur, est-ce que vous avez quelques références, peut-être des romans ou des films qui sont par exemple des bonnes portes d'entrée pour aller progressivement vers par exemple vos ouvrages? Alors, je citais l'exemple Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Livre sorti en 1932, on a tout le programme. Et Le Monde, on a aussi le film avec Jodie Foster, Elysium, un monde où l'humanité est pauvre, et puis vous avez une humanité ultra riche qui vit dans un immense vaisseau spatial qui domine la planète Terre. C'est la super élite. Et l'immense vaisseau spatial, quand on le voit de la Terre, c'est un pentagramme. C'est-à-dire la marque de la bête. Et c'est pas pour rien que Macron a dit en avril 2020, lors d'un entretien au Financial Times, la bête arrive. Voilà, la bête arrive. Deux petites références, chers auditeurs, qui vous permettront peut-être d'aller lire Pierre Hillard. On redonne vite fait les ouvrages. Si les personnes veulent découvrir mes bouquins, qu'ils commencent par Chronique du mondialisme 2010-2020. Vous avez une 60aine de chapitres, mais des petits articles. Des articles qui font 2, 3, 4 pages maximum, sortent de super notes de synthèse sur un sujet bien précis. Donc, s'ils veulent lire ensuite un bouquin de 300 pages, très bien. Mais là, c'est très court, avec 17 ou 18 annexes, une très longue conclusion. C'est vraiment, une étude sur des sujets ciblés, très courts. Voilà. Et s'ils veulent passer à la vitesse supérieure, ils lisent Sionisme et mondialisme ou Atlas, le mondialisme. Il y a beaucoup de cartes dans l'Atlas, donc voilà, c'est bien aussi. Voilà. Ouais, monsieur Hillard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être revenu sur nos ondes, et vous reviendrez, c'est évident. Ah oui, je me forcerai. Donc, chers auditeurs, comme d'habitude, je vous enjoins à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à diffuser auprès de vos amis, de vos ennemis, les plus complotistes et les plus anti-complotistes. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Comme d'habitude, vous connaissez le refrain. La vie commence toujours demain. C'était François-Xavier Consoli, haut les cœurs. Et à la prochaine. Auf Wiedersehen. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Il faut être des partisans de Jacques Attali. Ça, je garderai. Ah merde.